Bonjour, bonjour tout le monde. Merci d'être assis ou debout ou arrivant dans la salle. Alors aujourd'hui, je vais vous parler de contenu e-commerce, industrialisé et une production sur mesure. J'espère que le titre vous a intrigué parce que j'ai beaucoup travaillé dessus. Pour une petite présentation, donc moi je m'appelle Sipai Wongbe. S'il y a une chose à retenir aujourd'hui, ça sera ça, que vous savoir prononcer mon prénom, j'en serais extrêmement heureuse. Donc Sipai Wongbe. Fondatrice de l'agence Assonance, on fait des stratégies de contenu éditoriaux et on a une très forte expertise éditoriale, c'est vraiment notre spécialité. Et j'ai d'autres activités qui m'aident, disons, pour mon karma, pour rendre le monde meilleur, qui sont par exemple un investissement dans la French Tech du Grand Reims pour de la valorisation du territoire et organisatrice des conférences Web in Reims. Si vous me suivez sur Twitter ou pas encore, faites-le, c'est très agréable, vous serez tous mes cobayes pour mes blagues. On va parler de contenu e-commerce parce que c'est quand même un domaine d'activité qui demande beaucoup de production de contenu en général. Régulièrement, nous, on nous contacte chez Assonance pour produire des contenus. Parfois, parfois, les clients savent quel contenu ils veulent produire. Tel type de contenu, voire tel type de quantité dans tel cadre, parfois non. Donc, soit on prend la demande, soit on les oriente, soit on les aide. Globalement, voici les 4 principaux types de contenus qui sont souvent demandés, en tout cas dans notre expérience, qui sont des rubriques de produits, des fiches par produit. Quand je dis fiches produits, j'inclus aussi les fiches techniques, les conseils d'utilisation, etc., les guides d'achat et les articles. Ma promesse aujourd'hui, c'est finalement de vous donner une méthode qui va vous rendre heureux en 3 étapes. Alors, vous me donnerez des nouvelles, vous me direz si vous vous sentez mieux après, parce que je pense qu'on a un peu passé quelques mois, années un peu compliqués, et s'il y a bien un domaine dans lequel on n'a pas envie de se prendre la tête, c'est notre boulot. 3 étapes. Vous connaissez la pyramide de Maslow, où en gros on dit que pour être heureux dans la vie, il faut d'abord commencer par une sécurité, c'est un résumé, une sécurité financière, matérielle, émotionnelle, épanouissement. Donc on va passer par ces 3 étapes et ensuite un cas concret en 10 étapes pour être heureux. Donc la sécurité matérielle. D'abord, c'est savoir pourquoi on est là, pourquoi on veut produire des contenus sur notre site e-commerce. Est-ce qu'on a un objectif d'image de marque? Est-ce que c'est pour nos clients? Est-ce que c'est pour être valorisé auprès de nos investisseurs pour réussir à faire une levée de fonds? Est-ce que c'est de la marque employeur pour réussir à embaucher de nouveaux collaborateurs? Surtout, est-ce qu'on fait de la com ou est-ce qu'on fait du marketing? Là, c'est une vraie différence. Si vous vraiment se posez cette question-là, est-ce que je suis là pour faire de la communication, de l'exposition, de l'image, de la réputation, ou est-ce que je suis là pour gagner de l'argent, une attente marchande? Le point de vue est légèrement différent, mais il peut avoir de gros impacts tout au long d'un projet éditorial. La question du budget. Alors, en fait, il y a un truc, c'est que je suis un peu lassée de dire du constat simplifié et simpliste de dire il nous faut du budget. Ok, il nous faut du budget, mais en fait, ça ne veut absolument rien dire. On ne fait pas tout ce qu'on veut dans la vie, on n'a pas tous des enveloppes géniales, notre banquier ne veut pas tous forcément nous prêter un fonds de roulement immense, donc que faisons-nous? L'idée, c'est de savoir qu'est-ce que s'adapter vraiment à un budget. L'idée, déjà, c'est de connaître une enveloppe. On a une enveloppe, on sait à peu près où on veut aller, parce que c'est comme quand vous allez acheter une voiture, vous savez quand même, vous savez pas quelle voiture, vous avez une marge de manœuvre, mais vous savez quand même à peu près combien vous voulez dépenser entre 5 000 euros et 20 000 euros, normalement. Enfin, j'espère, parce que sinon c'est compliqué. Donc, s'adapter à un budget, c'est extrêmement important. Après, j'illustre. Et toujours garder une marge de manœuvre dans son budget. Ça, c'est important parce qu'il peut arriver plein de choses dans la vie. Plein de choses dans la vie, de l'actualité, des choses inattendues qui font qu'on ferme le pays, ce genre de choses. Et donc, toujours garder une marge de manœuvre pour réagir à l'actualité, ne serait-ce qu'une actualité interne qu'on sera en mesure de communiquer à ses clients. Quels sont nos vrais objectifs dans tout ça? Pourquoi est-ce qu'on veut produire des contenus e-commerce? Pour gagner de l'argent. Alors, petit constat, ça c'est une image que j'ai cherchée sur une banque d'images, sur abonnement, voilà, que vous devez connaître. Comment ça se fait que les personnes qui signent et qui sont sur des montagnes d'argent sur des hommes, pendant que ceux qui travaillent sont des femmes? Je dis ça, je dis rien. Le choix éditorial est tout de même intéressant. Donc, l'enjeu de la plupart des e-commerce, leurs principaux enjeux dans la définition d'une stratégie et de production de contenu éditorial, c'est que faisons-nous? Est-ce qu'on est prêt à investir dans des contenus qui sont a priori périssables? Est-ce qu'on est prêt à mettre beaucoup d'argent sur des contenus qui, de toute façon, le produit n'existera plus, la collection n'existera plus? Que faisons-nous? Quels doivent être nos choix par rapport à ça?
besoin de production en grande quantité, souvent vite d'ailleurs, un niveau de concurrence fort, donc comment se différencier par rapport à ses concurrents, et il y a aussi une notion de conflit entre les ressources humaines, au sens où tout le monde n'est pas disponible au bon moment. C'est-à-dire que moi, admettons, j'interviens sur une production de contenu e-commerce, j'envoie mes contenus, mais en fait, les gens pour mettre en prod, ils sont pas là, ils sont en vacances. Ça m'est déjà arrivé. Ou alors le site est gelé, fait réel. Le site est gelé, j'ai déjà eu ça, j'ai eu ça cette année, où on a envoyé beaucoup de contenu, le site était gelé. Après, ils ont fait une mise à jour, régression, tout a été supprimé sur 6 mois. Super. Donc ça, c'est de la pure organisation qui nous fait perdre du temps, de l'argent et qui nous agace un petit peu. Dans l'idée de répartir son budget, de savoir comment s'adapter vraiment à un budget, là, j'ai pris un équivalent, disons de dire une enveloppe équivalente, mais finalement, c'est différentes répartitions de budget, de dire est-ce que je fais 100 fiches avec des nombres de mots équivalents, est-ce que je priorise un top 30, est-ce que je ne fais que de la mise à jour, est-ce que je mise tout sur des gros guides. Tout ça, ce ne sont que des choix stratégiques. Ce ne sont pas des choix budgétaires. En fait, c'est la stratégie, c'est l'orientation de la stratégie qu'on va avoir pour obtenir des résultats qui va orienter notre budget et pas l'inverse. Quels sont nos choix? J'ai mon enveloppe, qu'est-ce que je peux faire dedans? Je peux pas, c'est compliqué de dire à un client, à sa hiérarchie, de dire donne-moi de l'argent et je fais ce que je veux avec. C'est pas possible. Donc, on faut lui donner un minimum de plat d'action et pourquoi on a telle dépense. Mon idée, la façon dont nous on travaille, c'est de dire ok, nous notre travail, c'est que quand même vous payez nos factures. Mais on ne va pas se leurrer, je suis là pour ça. Mais en fait, c'est de dire on va donner un sens à chaque dépense. Après, que ça réussisse ou pas, etc., c'est un autre souci. Mais de dire, on donne un sens à chaque dépense, pourquoi j'ai fait ces choix. Toute stratégie est une prise de risque. Toute orientation stratégique, c'est de dire, je fais des choix avec doigté et pas au doigt mouillé. Pro type, par rapport au nombre de mots. Alors là, j'ai parlé de nombre de mots précédemment, parce que c'est une unité de mesure à laquelle on est habitué. Mais en fait, ce n'est qu'une unité de mesure de travail. C'est pas censé être une monnaie d'échange. Un nombre de mots dans un projet éditorial, ça peut même devenir un handicap. Il n'y a rien de plus énervant de se dire punaise, le client il nous a acheté 400 mots sur ce truc, mais en fait, il n'y a rien à dire. Le canapé, il est bleu, super, quoi. Merci. Donc, que faire avec ça? Nous, là, on travaille sur des alternatives pour, disons, en s'adaptant à l'objectif réel du client. En s'adaptant, on essaye de travailler sur des alternatives de format de mission qui s'adaptent à ses vrais objectifs. L'idée, c'est qu'en répartissant un budget, en répartissant une orientation stratégique, en prenant en compte ses vrais besoins, qui sont par exemple, nous, on veut rester un commerce local. Notre but, c'est que les gens achètent sur Internet et de temps en temps, ils viennent chez nous. Nous, notre but, c'est d'avoir embauché 15 personnes en produit d'ici 2 ans. Nous, notre objectif, c'est d'atteindre le marché international. Et ce que j'aimerais, en fait, ce qui est intéressant dans notre travail, finalement, ou en tout cas dans le travail, la façon dont je vois, c'est quand on arrive à avoir des projets web éditoriaux, qui sont quand même de la communication, du marketing, etc., qui s'intègrent entièrement, qui font avec une stratégie de croissance d'entreprise. Et ça, c'est important. Parce qu'on ne peut pas, en tant que consultant, en tant que prodigueur de conseils, de stratégie, on ne peut pas dire, OK, il faut faire ça, mais on ne sait pas pourquoi. De dire, OK, on vous propose d'avoir tel type de projet, ça devrait coûter à peu près cette somme-là. Est-ce que vous l'avez, est-ce que vous ne l'avez pas? Sinon, on s'organise. Mais dans votre objectif à vous, ce n'est pas le nôtre. Nous, finalement, on ne fait que produire des contenus, servir des contenus, vous aider à les produire. Mais en fait, on s'en fiche de tout ça. L'idée, c'est pourquoi. L'idée, c'est pourquoi et dans quel objectif. Et l'objectif, à la fin, c'est d'avoir des entreprises qui croient, qui sont pérennes, qui créent de l'emploi. Moi, je suis très RSE comme personne, vous avez remarqué. Donc, répartir son budget, ça peut être par exemple répartir son budget dans le temps. Donc, attribuer des budgets à des fêtes de fin d'année, ça, des vacances scolaires. Ce qui peut se faire de façon assez facile, c'est d'avoir une production en fil rouge. Par exemple, sur le guide, la partie guide d'achat, etc., d'avoir une production en fil rouge qui fait des mises à jour sur notre site, donc Google nous aime bien parce qu'on fait en mise à jour, on est d'actualité, etc. Et de se réserver, de dire, OK, j'ai des enveloppes spécifiques pour aller plus fort à des saisonnalités particulières.
Et bien sûr, le budget au cas où qui est extrêmement utile. Par rapport aux e-commerce internationaux, par constat de ce que nous on produit, on a remarqué que finalement la traduction qualitative, j'entends, je vous dirai ce que c'est une traduction qualitative pour nous par exemple, une traduction qualitative et finalement peut doubler, tripler votre budget éditorial. C'est un truc à prendre en compte. Donc parmi les questions qu'on pose en premier rendez-vous, c'est quels sont vos objectifs de développement. Si on a un objectif de développement à l'international, il faut avoir ça en tête hyper rapidement parce que sinon, ça devient des enveloppes astronomiques, ça crée des tensions et ça crée et surtout énormément de frustration parce qu'il y a une entreprise qui, admettons, a attribué, je ne sais pas, 10 000 € sur l'année pour ses contenus, mais il se rend compte qu'il doit les avoir également en anglais pour le UK et le US, et en fait, ça lui compte triple. Donc là, ce sont des choses qui ne sont pas entendables d'un point de vue financier et d'un point de vue gestion d'entreprise. Et c'est hyper important parce que je vais un exemple concret comme ça, où en fait, c'est pour un de nos clients qui font de la rénovation d'intérieur, des outils de rénovation d'intérieur, et on était impliqué pour la production et la traduction des contenus pour le marché anglophone. Et là, j'ai ma traductrice qui m'appelle, extrêmement compétente, mais je ne vous donnerai pas son nom. Elle m'appelle, elle me dit non mais là, CIPAI, la CIPAI, en fait, il y a un problème parce que pour la rénovation de la salle de bain, bathroom chez nous, en Angleterre, c'est la salle de bain. Mais là, il faut qu'on intervienne parce qu'en fait, aux États-Unis, c'est les toilettes. Ce n'est même pas la même pièce de la maison. C'est pas une ambiguïté, c'est vraiment pas la même pièce de la maison. Donc, ce n'est pas le même produit. Et là, c'est là qu'on vient en tant que stratège, orientation stratégique, on va dire en fait, finalement, vous vouliez faire des économies, avoir qu'une version anglophone. Là, peut-être qu'en fait, il faudra avoir plusieurs versions anglophones parce que sinon, on ne sert même pas le bon produit aux personnes que vous visez d'un point de vue marketing. C'est naze. Vous cliquez sur rénovation de salle de bain pour avoir une douche et vous avez des cuvettes de toilette. C'est compliqué, vous n'allez pas vendre du tout. Raisonner de façon durable. Alors, quand je parle de durabilité des contenus, il y a un aspect pérennité, de dire on essaye de les penser pour qu'ils soient à peu près bien, qu'ils durent dans le temps, mais il y a aussi l'aspect d'exploiter à fond toutes les ressources qu'une personne peut nous donner. Donc, par exemple, des catalogues, des communiqués de presse, des packshots de produits, des retours clients, des retours de leurs clients à eux. Ça, c'est tout un tas d'éléments qui font gagner du temps en termes de production de contenu et c'est là qu'on commence à industrialiser. C'est-à-dire de récupérer toutes les ressources qu'on peut avoir, toutes les ressources, en tout cas pas forcément toutes, parce qu'il y a toujours certaines qu'on ne connaît pas ou qu'on a oubliées, mais essayer de récupérer le plus d'infos possible pour avoir le plus de matières premières possible. On ne peut pas produire vite si on n'a pas des trucs à raconter. Sinon, on se... Voilà, je restais polie. Désolée. Ça, c'était la sécurité matérielle. La sécurité matérielle, dans être heureux dans un projet, c'est finalement se dire, on est toujours plus serein quand on a défini ses vrais objectifs. Savoir pourquoi je suis là. Est-ce que je fais de la com? Est-ce que je fais du marketing de vente? Il y a des sites e-commerce, par exemple, ça se passe, c'est assez régulier, par exemple, sur des sites très haut de gamme de produits de luxe, où en fait, c'est des sites e-commerce, techniquement, mais ils ne comptent quasiment pas vendre dessus. Parce qu'en fait, le site est un prétexte pour avoir un catalogue en ligne pour que les personnes ensuite appellent pour avoir un showroom, un personnel shopper, etc. Donc ça, c'est de la com. Faire du marketing, c'est de dire, OK, en fait, je veux que le mec, il vienne, il clique, il vient sur mon site, il est intéressé, il comprend ce que c'est, ça va vite, il clique, il commande, il achète, il reçoit. Le point de vue est différent. Et ensuite, de choisir sa stratégie en connaissance des risques. Toute stratégie est une prise de risque. Donc, savoir où je vais, c'est aussi pouvoir communiquer mes bons indicateurs de performance à ma hiérarchie, à mes investisseurs, à mes collègues, etc. Et ça me permet de savoir où je vais. Et quand on sait où on va quand même hyper mieux. Sécurité émotionnelle. Pourquoi nous sommes là? Pour de l'argent. Alors là, c'était le emoji argent qui ne passe pas. Je suis désolée, c'était censé être bleu, le euro bleu. Nous sommes là pour ça. Et comment on fait? C'est gagner du temps. C'est là qu'on va parler vraiment d'industrialisation. Là, j'ai pris comme contexte, en fait, si vous avez lu la description de la conférence, c'est qu'on va parler des e-commerçants exigeants. Les e-commerçants exigeants, ce sont ceux qui ont une proposition de valeur. Ce sont ceux qui ont quelque chose à raconter. C'est-à-dire qu'on ne va pas
y a rien de plus frustrant que d'avoir dépensé des milliers d'euros en identité de marque, en promotion de sa marque, en charte graphique, post sur Facebook, etc., pour avoir des contenus sur mon site internet qui ne correspondent pas. C'est vraiment hyper frustrant. En plus, c'est contre-productif. Le taux de conversion, bof, bof, peut-être. Mais en tout cas, l'idée, c'est de dire qu'il faut qu'on donne vraiment la bonne soupe à manger à mes internautes. Donc, les enjeux, souvent, c'est quand on veut produire des contenus en grande quantité. Il y a une ligne éditoriale qui est à respecter. Il y a des termes techniques de l'optimisation sémantique par rapport au référencement naturel notamment. Et surtout, ne jamais, ça c'est mon conseil perso, ne jamais sous-estimer le niveau de technicité d'un lexique d'un secteur. Ne jamais sous-estimer le jargon d'un secteur. Ne jamais dire non, ça c'est pas technique, ça va aller vite. C'est pas vrai. Le premier piège, c'est de tomber à cause de ça, dans se dire c'est facile. Le premier piège, c'est de tomber dans un cycle sans fin de validation. Là, c'est l'enfer sur Terre. Et ensuite, n'oublions pas que quel est notre travail par rapport à la production de contenu, c'est d'apporter de la pertinence. Donc, plus j'apporte du jargon spécialisé, plus j'apporte du jargon qui va avec mon secteur d'activité, plus je deviens pertinent. Et ça passe par quoi? On va faire des fiches de vocabulaire, comme à l'école. On fait des fiches de vocabulaire, on prend les fiches de vocabulaire. Si je suis dans le domaine textile, je ne parle pas de tissu, je parle d'avoir, si ça tient bien, je parle d'avoir une bonne main, je parle d'étoffe, je parle de mailles, etc., etc., etc. Alors les emojis, ça passe pas, hein. C'est pénible. Ils étaient trop beaux, je suis désolée. Donc les pièges à éviter absolument. Par exemple, oublier de désigner un interlocuteur décisionnaire. J'ai un exemple comme ça où on produit des contenus. C'était un site de prêt-à-porter. On a produit des contenus qui a un site de prêt-à-porter qui a une identité de marque très forte. Et en fait, on a fait valider les sujets, on a fait valider une ligne éditoriale, etc. Et à la fin du projet, avant la mise en ligne, en fait, la cofondatrice de la marque, en fait, comme elle est très très occupée, on n'a pas pensé à lui faire valider la ligne éditoriale. En tout cas, on n'a pas voulu le faire pour ne pas la déranger parce qu'elle n'est pas très disponible, etc. Mais là, du coup, il faut tout refaire. Comment faisons-nous? Déjà, il y a la tension, là c'est là que je parle de sécurité un peu émotionnelle, c'est qu'il y a la tension de savoir à qui c'est la faute, qui n'a pas fait son travail dans tout ça. Et puis de toute façon, en fait, on s'en fiche. Que faisons-nous maintenant? Est-ce que moi je fais payer double? Est-ce que la campagne de promotion, il faut qu'on la décale? Est-ce qu'on va décaler la saison automne-hiver de la collection? Non, on ne peut pas décaler le calendrier, c'est compliqué quand même. Donc, en fait, finalement, oublier un interlocuteur dans d'autres secteurs, ça peut être oublier la personne du juridique, où en fait, on n'a pas le droit de dire soigner au lieu de traiter. Enfin, il y a plein de sujets comme ça. Mais c'est vraiment hyper important de connaître vraiment qui valide vraiment, mais vraiment à la fin. Multiplier les relecteurs et les relectures. On a tous envie de relire. On a tous envie de relire, de perfectionner, etc. Mais c'est une perte de temps, mais sans fin, sans fond. Il faut réussir à se faire confiance. Et là, c'est pour ça qu'on a des briefs, des guides éditoriaux, des dossiers, des documents en interne et sur lesquels se baser, des chartes. Parce que perdre du temps en relecture, vous allez perdre du temps, vous ne pouvez pas produire vite. C'est impossible. Ou alors vous sortez jamais votre site. Et la pièce jointe de mail, les emails en général, ennemi numéro 1 de la gestion de projet éditorial. Perdre des documents dans les emails, ne pas savoir quelle est la version, ne pas savoir qui a modifié quoi à tel moment, devoir rassembler, combiner 4 emails et 4 pièces jointes différentes pour un même document. Ne faites pas ça. Il y a plein de solutions qui existent, de Google Drive à Notion, Dropbox, avoir un NAS. Vraiment, il y a tellement de solutions qu'on ne peut plus s'autoriser de perdre du temps à cause d'une mauvaise gestion de sa boîte email. Et de toute façon, je pense que vous détestez tous avoir beaucoup de mails en attente. C'est quand même un peu chiant. Enfin, j'ai dit un gros mot, désolé. Et dans l'industrie, une des premières étapes dans l'industrialisation, c'est de dire quelle est la différence entre un cahier des charges éditorial et un brief. Nous, dans notre méthodologie, par exemple, on envoie toujours des contenus, entre guillemets, faits comme ça au client, parce que c'est à partir de là qu'il va pouvoir nous donner des critiques ou des retours. On l'implique vraiment, on dit on a besoin de toi pour définir les choses. Parce que quand vous refaites votre salle de bain, je reviens sur la salle de bain, vous savez qu'elle veut être jolie, vous savez qu'elle veut être fonctionnelle, mais en fait, vous ne savez peut-être pas
qu'il faut un receveur en faïence ou en acrylique, et vous savez peut-être pas que la céramique, en fait, c'est vachement mieux parce que c'est nettoyable plus facilement, alors que sur l'acrylique, ok, c'est moins cher, c'est joli, il y a des effets texturés, mais finalement, dès que vous mettez un produit détergent dessus, vous devez changer de salle de bain. Ça, Je suis en train de refaire ma salle de bain, ça se voit ou pas? Donc, ça, en fait, c'est une technicité euh, que l'on a aussi dans les métiers éditoriaux qui ne doit pas être sous-estimée, qui est un vrai sujet. Donc, la différence entre une charte édito et un brief, c'est qu'une charte éditoriale, c'est un document unique qu'on fait évoluer au cours d'une mission et qui peut contenir énormément d'informations, qui peut contenir toutes les informations que l'on recense et on a toutes les infos pour démarrer. Ça veut dire que si je pars en vacances une semaine, ça m'arrive de temps en temps, je reviens, je peux reprendre le dossier en connaissance de cause. Si on fait intervenir un autre rédacteur, il peut être au courant, etc., etc. Donc il y a le vocabulaire à utiliser, la description du client, des sources qui ont été validées par le client. Et le brief, un brief, c'est chaque contenu à son brief. Et là, c'est un document qui est opérationnel. Tandis qu'à gauche, en fait, c'est un document qui est partagé à tout le monde. À droite, c'est un document qui est opérationnel que finalement, il n'y a que les personnes qui produisent ont globalement. La plupart du temps, les personnes n'ont pas forcément le temps de faire le brief. Parce que là, je vais insister là-dessus, un brief, ce n'est pas un mot-clé. La dernière fois que j'ai accepté qu'on me donne un brief égal un mot-clé, c'était un préjudice de 5 000 euros. Je vous le dis. Parce qu'en gros, le truc, mon brief, c'était imprimeur. Les gens me disent qu'ils sont une agence de communication, qui font des flyers. La page s'appelle imprimeur. Le sous-titre s'appelait imprimerie quelque chose. J'ai eu le DG au téléphone qui m'a insulté pour me dire mais non, on n'est pas des imprimeurs. Donc, c'est compliqué à gérer quand même. Déjà, en termes de sécurité émotionnelle, pour passer une bonne journée, c'est pas fou. En plus, se faire insulter au téléphone, c'est jamais très sympa. Je lui ai répondu un peu quand même, ne vous inquiétez pas. Mais un brief, ce n'est jamais un mot-clé. Et en ce qui concerne le cahier des charges éditoriales, j'espère que cette personne n'est pas dans la salle, le cahier des charges éditoriales, il est toujours évolutif. C'est-à-dire qu'il doit toujours être mis à jour. Et là, l'importance de faire une veille en continu, c'est aussi important. Par exemple, là, assez récemment, on s'est rendu compte que les sources données par le client, on s'est rendu compte avant le client que les sources qu'il nous avait données étaient périmées. Mais c'est dans des données qui, du coup, si on produisait par rapport à ce qu'il nous avait donné, on rédigeait des choses fausses. Donc, ce n'était pas possible. Et là, c'est là qu'il faut être extrêmement attentif. Industrialiser, c'est gagner du temps pour avoir du temps, justement, pour être attentif à ces choses-là et ne pas perdre de l'argent parce qu'on a fait une bourde. Anticiper les risques de frustration, c'est recenser les consignes à suivre, mais aussi les points à éviter. Alors moi, ce que je demande souvent, c'est de me dire vraiment tout ce qui ne va pas. Alors j'en dis, soyez pas sympa, vraiment, nous brossez pas dans le sens du poil, dites-nous ce qui ne va pas, parce que c'est comme ça qu'on définit les choses. Par exemple, dites-nous, ça va pas, là, mon receveur de douche, je peux pas le nettoyer correctement, il accroche trop le calcaire. Bah c'est bien, on va mettre du céramique blanc. Et en fait, le fait de mettre du céramique blanc, c'est une expertise que nous, on a. J'y connais rien en salle de bain en vrai, mais que nous on peut prodiguer, mais que lui, le client n'est pas conscient de ça. Et tout ça, c'est que finalement la technique éditoriale, la technique de rédaction, c'est ça qui est intéressant dans ce boulot, c'est qu'en fait il y a un aspect où il faut être, pour pouvoir s'adapter comme ça à des stratégies d'entreprise, de savoir où on va, pourquoi produire du e-commerce vite. En fait, il faut être extrêmement fort en rédaction. C'est un niveau d'adaptabilité qui est fort. Je suis très contente d'avoir une équipe qui est très forte, par exemple. Je suis hyper contente. Mais sinon, mais voilà, l'idée, c'est de créer un projet que l'on regarde dans son ensemble, de la production, cahier des charges jusqu'à la livraison, dans un but vraiment d'efficacité. Dans un but d'efficacité, il y a par exemple faire intervenir la bonne personne au bon moment. Là, ça revient sur l'idée de ne pas multiplier les relectures. C'est-à-dire que la personne du produit, la personne en charge du produit, elle n'a pas à intervenir 5 fois dans le projet. Elle n'a pas à relire elle n'a pas à relire et les briefs, et les rendus, et la validation finale, et qu'on s'est mis en prod en ligne, etc. Chacun son travail. Attribuer une tâche à chaque personne qui est dédiée et qui maximise sa valeur ajoutée. Déjà, c'est plus flatteur, c'est plus intéressant, et ensuite, c'est plus rentable. C'est plus rentable, c'est du gain de temps. Et l'industrialisation, en fait, c'est pas
quand je dis industrialisation, c'est produire de façon efficace, vite, mais bien, quoi. On n'est pas là pour juste produire comme ça, hein, parce que notre but final, c'est quand même de convertir, de gagner des sous, d'être pérenne. L'idée, c'est ça, c'est d'avoir une optimisation sur chaque étape de notre process de production. Quelques exemples de bonnes pratiques. Il y a connaître le process de vente du client, connaître sa proposition de valeur, parce que finalement, c'est mieux quand même de savoir ce qui vend et ce que je dois mettre en valeur dans les produits pour pouvoir en parler de façon bien. Définir des sources validées. On donne toujours, on fait des recherches et on récupère les sources et on demande au client, ces sources-là, est-ce que tu les estimes fiables? Est-ce que toi qui connais le métier, toi qui connais le produit, toi qui connais ce secteur d'activité, est-ce que tu estimes que ces gens sont fiables? Est-ce que tu valides leurs propos? Parce que comme ça, nous, on va pouvoir se baser sur ce que eux disent, notamment pour produire les contenus. Identifier des experts, ça permet de renouveler sa connaissance, c'est très bon pour le cerveau. Connaître les jargons sensibles, savoir ce qu'il ne faut pas dire. Ça, c'est faire. En fait, dans l'idée de savoir ce qu'il ne faut pas faire, il y a aussi savoir ce qu'il ne faut pas dire. Ça, allez chercher les informations négatives, allez chercher les critiques, allez chercher de vous faire engueuler, parce que c'est comme ça qu'on peut faire mieux après. Je vous cache pas qu'il faut parfois être un peu fort psychologiquement quand on fait mon travail. Faut pas avoir un peu de fragilité, quoi. Faut accepter qu'on s'en prend plein la face. Je suis fatiguée. Et recenser les allégations qui pourraient paraître abusives. Ça, c'est aussi, ça va sur le point de vue juridique, mais aussi. Parce que, par exemple, de dire, je dis n'importe quoi, ma farine est 100% céréales, c'est une allégation abusive. C'est OK, bah, la farine, bah, bien sûr qu'elle est 100% céréales, pas forcément, etc. Peu importe, peut-être que j'ai un caillou dedans. Mais d'ailleurs, il y a une réglementation qui est sortie il y a 2-3 ans là-dessus dans le domaine des cosmétiques, où vous ne pouvez pas dire que, par exemple, une crème ne dispose pas de tel ingrédient qui est de toute façon illégal. On ne peut pas faire du marketing. Et là, en fait, c'est moi, j'ai déjà dit à des clients, vraiment, j'aurais dit non, ça, on ne peut pas le dire. Ou ça, ne le faites pas. Ou j'ai déjà dit à client, non, ça, c'est pas légal, en fait. Il y a un côté comme ça où on a aussi ce rôle de prendre du recul, de dire attends, là on va un peu trop loin dans notre volonté commerciale. Des exemples de mauvaises pratiques également, se poser les questions juridiques beaucoup trop tard. Ça revient sur les allégations, parce que ça veut dire que, admettons, j'ai un site de parapharmacie où je vends des crèmes, des soins, etc. Admettons, pour avoir moins de boutons d'acné, peu importe. Et là, j'ai le juridique qui vient, qui dit oui, mais en fait, on n'est pas médecin, on n'a pas le droit de dire qu'on soigne les gens. Du coup, là, on doit annuler 300 contenus, 6 mois de travail et un budget de, je ne sais pas, 15 000 euros. Bah, super, qu'est-ce que je fais de ça? Qu'est-ce que je fais de cette information? Et là, en fait, anticiper les freins, anticiper les choses, anticiper les problèmes, c'est vraiment important. Et c'est pour ça que dans l'idée de l'enveloppe budgétaire, c'est de dire de OK, j'industrialise, j'automatise, je gagne du temps sur les choses qui sont utiles à accélérer, mais ça me permet d'avoir ce recul-là qui finalement me permet d'accompagner une entreprise dans ses objectifs. Ne pas définir d'outil de mesure de référence. Ça, c'est la perte de temps numéro 2 peut-être. C'est que de ne pas avoir le même outil que le client pour connaître un niveau de performance d'un contenu. Essayer ou au moins se mettre d'accord, on prend celui-là en référence. Parce que sinon, on peut pas travailler. C'est juste pas possible. Si on n'a pas le même thermomètre pour savoir s'il fait 12 ou 25 degrés, c'est pas possible. Se baser sur des ressources en ligne, uniquement se baser sur des ressources en ligne et bien positionné, pour moi, c'est une mauvaise pratique. Ok, c'est cool, mais en fait, si vous êtes allé voir une conférence ce matin, enfin voilà, il y a quand même beaucoup de mauvais contenu sur Internet. Il y a quand même beaucoup de choses qui sont ressassées, etc., remis en bouillie, voilà, sur Internet. Et du coup, il ne faut pas reprendre que ce qu'on a sur Internet parce que quand même, c'est pas si cool. Et là aussi, notre rôle pour avoir un monde meilleur, c'est essayer de quand même donner de l'information qui est sympa sur le web, même sur une fiche produit, parce qu'on peut apprendre, en vrai, on peut apprendre plein de trucs sur une fiche produit. Mais j'ai une anecdote comme ça, un peu voilà, où j'essaye de voir ce que je peux citer ou pas. En fait,
où je connais quelqu'un qui a écrit un livre en copiant Wikipédia. C'est-à-dire, il a pris la fiche Wikipédia, vraiment, il a plagié, mais le plagiat, voilà. Et en fait, il a publié son livre. Il a réussi à se faire citer par Wikipédia en source. Auto-validation, boucle infinie, boucle de redirection. Voilà, faites pas ça. Les SEO, vous savez que les boucles de redirection, c'est pas cool. Donc, mais c'est là, on ne peut pas se baser sur une information qui est mâchée, remâchée, parce qu'en fait, après, il n'y a plus rien qui en sort, quoi. Et ne pas oser demander. Ça, ne pas oser demander, c'est comme ma cofondatrice de marque qui m'a dit, bah non, mais en fait, nous, on n'a jamais fait de la soie. Ah, bah d'accord, très bien. Et il y a aussi, encore dans le domaine textile, il y a un sujet comme ça où en fait, c'était un client qui vendait des produits en wax. Et en fait, il nous a dit toute notre vie, enfin toute notre vie, autant de temps de la mission, il nous a dit, ah, mais nous, on va chercher nos tissus et tout ça. Ils sont tous des tissus authentiques. Si c'est de la wax, c'est qu'elle vient d'Afrique, etc. Et du coup, on fait nos petites recherches rapidement parce que, oh, bah tiens, ça me paraît louche, je vais prendre 5 minutes. Je vais prendre 5 minutes. Et on voit des articles sur Le Monde, etc., comme quoi le tissu wax, en fait, est principalement produit ou aux Pays-Bas ou dans des pays d'Asie mais qui a une très faible proportion de pays Alors, c'est de l'heure de wax. la pause repas. Non, vous restez là. N'hésitez pas à passer au stand de l'association SO Camp qui est à côté de la porte qui sort dehors. On a beaucoup de badges des autres années à donner. C'est complètement des petits goodies qui avaient bien marché à l'époque et donc c'est vintage et c'est collector. N'hésitez pas à venir prendre vos petits badges magnétiques et les goodies du stand. Pendant la pause repas, il y a la session Caseo à 13h15 en salle 4. Il y a la conférence Urban Linker et Seb Monnier qui vont parler donc du métier de SEO et notamment de l'enquête emploi qu'on fait tous les ans, donc les résultats de l'enquête emploi, à partir de 13h50. Et puis sinon, on se retrouve à 14h30 pour les conférences de l'après-midi. Bon appétit! Alors, sécurité émotionnelle 0/20, on est d'accord. Donc, la conclusion, c'est définir les rôles de chacun, documenter le projet et définir les étapes de validation utiles. Je vais essayer d'accélérer un peu parce qu'on a tous faim. Épanouissement, c'est automatiser tout ce qui peut l'être. Tout ce que vous pouvez automatiser, c'est bien de le faire. Ça vous permet d'être plus créatif. Ça vous permet d'aller toujours plus loin et d'aller toujours plus fort. Et donc, une adaptabilité à un projet. Et là, mon conseil, c'est de prévoir la possibilité d'avoir un budget de développement dans des projets éditoriaux. Faire avoir un projet éditorial, ce n'est pas uniquement de la rédaction, c'est aussi accélérer les choses. Donc, nous, par exemple, on a déjà mis en place des scripts d'automatisation pour pouvoir livrer le format parfait au client pour qu'il puisse l'intégrer en 3 clics d'un import plutôt que de faire un import de fiches manuelles un par un. Ce qui était jusque-là tout ce qu'il pouvait faire parce qu'on n'avait pas. En fait, il a une fonction import. On s'est dit, ah bah tiens, si on utilisait ça, ah ouais, mais je sais pas le faire. Attends, on va te le faire. On va te le faire. Et voilà. Et va, pif, paf, pouf. En 5 minutes, il avait intégré 500 fiches, alors qu'en fait, sinon, ça lui aurait pris 4 mois de boulot. Peut-être pas 4 mois, mais peut-être 3 semaines, mais 3 semaines extrêmement pénibles. Derrière ça, c'est de dire, si je gagne du temps, si j'automatise tout ce que je peux, je crée des contenus toujours plus intéressants parce que ça veut dire que si j'automatise, je gagne du temps, donc du budget, et que du coup, j'ai de la disponibilité budgétaire pour faire des choses toujours plus cool. Donc, par exemple, faire des guides encore plus intéressants. Si je veux, par exemple, ajouter des vidéos sur mes guides d'achat, si je veux ajouter des photos, des tutoriels avec des légendes, etc., sur mes guides d'utilisation, et bien là, si j'ai accéléré tout ce que je pouvais accélérer sur les trucs embêtants, sur les trucs agaçants, si j'ai gagné du temps en termes de process, en fait, je peux aussi convaincre ma hiérarchie que tout s'est bien passé et que j'ai atteint un objectif que j'ai défini à l'avance, ce dont on a parlé tout à l'heure, et donc je peux aller faire des choses toujours plus sympas. Parce que notre objectif aussi, parce que les temps de production de contenu e-commerce, c'est certes, c'est de produire le contenu vite, bien, à un instant T, mais c'est aussi de se dire, OK, ça, ce n'est qu'une marche pour aller sur la marche suivante, pour faire de la croissance. Si je fais de la croissance, je réinvestis, je fais des contenus encore mieux, et après de la légitimité, et donc de la pertinence, et donc après je crée des emplois, et la vie, elle est trop bien. Voilà. C'est de là que je vous dis que je vais vous rendre heureux. Enfin, j'essaye et prendre du recul pour réajuster ses plans. Ça, c'est extrêmement important dans quel que soit le projet, surtout dans nos métiers, où finalement, OK, bah, ça n'a pas marché, bah, que faisons-nous?
Donc, avoir toujours des phases de reporting, etc., avec des objectifs définis qu'on analyse, on prend du recul, ok, très bien, qu'est-ce qu'on fait? Ça marche, ça marche pas, etc. C'est pour ça que une enveloppe budgétaire, il faut qu'elle soit quand même un peu souple et de pas tout dépenser d'un coup. Aussi, faut dire, ok, on peut aller par étapes. Cas pratique, hein, en 10 étapes. J'ai une marque de prêt-à-porter qui a un savoir-faire de confection légué de génération en génération, qui a un jargon de confection hyper exigeant, qui ont des clients qui sont un peu des nerds de la confection, genre ils aiment bien savoir que tel truc est cousu avec tel point. Et c'est des produits complexes qui ont chacun une valeur ajoutée. La mission, c'est 50 descriptions de catégories. Honnêtement, 50, c'est pas beaucoup. Pour un e-commerce, c'est pas beaucoup. J'ai 50 descriptions de catégories. Qu'est-ce que je fais? Mes objectifs, c'est créer autant de variations tout en restant intéressant. Gros défi. Assurer la mise en avant de la proposition de valeur tout en restant intéressant. Encore un défi. Et sachant qu'en termes de contraintes, on a un responsable de produit qui est peu disponible. En gros, il peut nous avoir au téléphone une fois tous les 3 mois. Et j'ai une seule personne chargée d'intégrer les contenus, qui en fait se charge aussi des réseaux sociaux et des newsletters. Ça arrive plus souvent qu'on croit. Qu'est-ce que je fais? Sur la production de mes contenus, je définis une trame. Je sais où je vais. Donc, par exemple, ici, on a pris le parti, c'est un exemple un peu à moitié fictif, hein. On a pris le parti qu'en haut de la ligne de flottaison, ça ne bouge jamais. Et ensuite, description générale, description détaillée, un conseil mode, discours de marque. Ce sont des parties de contenu qui peuvent tourner, hein. C'est directement inspiré du content spinning, hein, de dire on a des contenus qui peuvent fonctionner de façon indépendante, qu'on peut alterner pour créer de la variation. De la variation En gros, c'est que ça, la finalité, je vais être un peu vulgaire, c'est qu'il ne faut pas que ça soit chiant. Voilà. Pour réussir à faire ça, tout en gardant des choses intéressantes, l'idée, c'est d'avoir une liste d'arguments. Et là, c'est là que c'est intéressant d'avoir une charte édito, d'avoir une liste d'arguments. Et à chaque fois, pour chacun de mes items ici, en fait, je ne choisis qu'un. Du coup, je l'adapte. Je prends le truc, l'argument intéressant qui est adapté à chaque produit, catégorie, etc. Donc, ça me permet de faire tourner les arguments de façon pertinente et en assurant une variation. Sachant que là-dedans, en fait, si dans l'idée que nous, ce qu'on veut faire, c'est faire des choses rentables, automatisées et vite, si dans un projet, en fait, je constate que la typologie de contenu qu'il y a à faire, en fait, il vaut mieux qu'on la génère automatiquement, et ben faisons-le. Parce que faisons-le, et comme ça, on aura encore plus de loisirs de faire des webdocs à côté ou des reportages. Après, c'est à moi de faire en sorte qu'on garde un petit peu que le budget ne soit pas allé totalement ailleurs. Mais voilà, l'idée, c'est d'avoir ce loisir-là. Voici un exemple, un extrait de charte édito, où là, ici, j'ai plein de choses que je raconte. Donc, je dis OK, note OK. Et il y a un jeu de mots qui m'a beaucoup peiné, un jeu de mots qui a été refusé. Je suis désolée. C'était le nœud papillon. En fait, le secret, c'est de bien le serrer. Mais pour bien le serrer, pour que vous passiez une bonne soirée, pour que vous soyez chic, mais il ne faudrait pas que ça étouffe l'atmosphère. C'était pas trop bien? Ça a été refusé. J'étais trop déçue. Trop déçue. Et du coup, pour avoir tous ces arguments, c'est avoir recensé tout ça. Des photos, une description détaillée. Moi, ce que je fais régulièrement, c'est que comme la personne du produit est peu disponible, je lui donne un formulaire. Je lui donne un formulaire et je lui donne un nombre de caractères limité. Comme ça, il me donne l'argument et je lui demande pour chaque truc, admettons j'en ai 50, donne-moi le truc que je dois retenir. Lui, c'est un super tissu. Lui, le tissu vient de tel endroit. Lui, la tâche du nœud papillon, en fait, il n'y a qu'un seul fournisseur et on a dû demander un seul fournisseur dans le monde, etc. etc. Donc, vraiment, faire gagner du temps aux gens, c'est mettre en place les process qui nous font gagner du temps. Avoir une bonne optimisation, c'est avoir des bons outils. Et ce que je dis toujours, c'est la bonne optimisation, c'est celle qui ne se voit pas. Donc, si vous voyez que c'est optimisé, c'est nul. S'il y a un doute, il n'y a pas de doute, vous supprimez. Connaître son projet dans son déroulement, toujours mettre à jour son planning, ça c'est hyper important. Toujours suivre où on en est. Donc là, par exemple, c'est un dashboard de création de contenu qu'on a eu il y a un moment. Avoir des formats de travail de livraison rigoureux et stricts, ça nous permet de gagner du temps déjà en termes de comment on livre pas, en termes de format, de ne pas perdre des fichiers, etc. Et surtout d'avoir des formats de livraison extrêmement stricts, ça nous permet aussi de pouvoir anticiper un besoin d'automatisation. Parce qu'il faut que tout soit pareil.
Sinon, je ne peux pas optimiser. Sinon, j'ai des exceptions et tout dans mon code source, etc., dans mes scripts, et c'est l'enfer. Assurer les bonnes relectures, c'est des outils pour gagner du temps sur les relectures. Et là, c'est un exemple qu'on a eu où, en fait, finalement, on avait des fichiers structurés comme ça en rédaction. Le défi, c'était qu'en fait, au niveau de la relecture, les gens ne pouvaient ouvrir que des documents Word parce que leur DSI n'autorisait que d'avoir Microsoft Word sur leur ordinateur. Du coup, on a exporté tout ça en Word. Ils ont validé les Word et après, on pouvait générer à chaque fois un contenu HTML qui était mis dans un fichier Excel, qui était donc un CSV qui pouvait importer. Et ça, c'est une valeur ajoutée, mais en termes de gain de temps, et aussi ça fait juste plaisir, qui est énorme. Et enfin, 10e étape, c'est être super content et avoir du super content. Merci.